Bonjour à tous, je suis Noémie Gilliotte, rédactrice en chef de Direction, le magazine des équipes de direction du secteur social et médico-social. Bienvenue à ce second webinaire organisé avec le cabinet Picard Avocat. Nous avons organisé une première édition en juin sur le thème de la responsabilité civile et pénale des organisations sociales et médico-sociales et de leurs dirigeants dans le cadre de la crise sanitaire. Pour cette nouvelle session, nous vous proposons de nous arrêter sur le télétravail, une pratique qui s'est particulièrement développée à la faveur de cette épidémie dans un grand nombre de secteurs d'activité. Qu'en est-il dans le secteur social et médico-social? En quoi la crise représente une opportunité de développer le télétravail? À quelles conditions? Pour qui? Quels sont les points de vigilance? Comment sécuriser vos pratiques? Pour répondre à ces questions et aux vôtres surtout, deux intervenants. Thibaut Roncin, qui est DRH du groupe SOS depuis 2018, et Stéphane Picard, fondateur et associé gérant du cabinet Picard Avocat, dédié aux organisations de l'économie sociale et solidaire et qui intervient sur tous les volets du droit du travail. Alors, vous pouvez poser vos questions tout au long de leur présentation dans l'onglet questions et non pas chat, et ils y répondront en fin de webinaire. Vous pouvez aussi accéder dès maintenant à un petit sondage avec quelques questions rapides que nous vous posons et dont nous pouvons vous donner quelques résultats à la fin de ce webinaire. Et puis, vous pourrez aussi accéder au replay dès la fin de cette session sur le télétravail. Et puis, nous vous ferons également parvenir un article de direction synthétisant le sujet à conserver après cette session. Alors, voilà pour le cadre. Rentrons dans le vif du sujet avec Thibaut Roncin. Bonjour Thibaut Roncin. Bonjour à tous. Bonjour Noémie. Alors, vous êtes DRH du groupe SOS. Vous représentez, peut-être avant de nous en dire un petit peu plus, vous représentez combien d'employeurs et combien de collaborateurs au groupe SOS? Alors, le groupe SOS, c'est environ une centaine d'entités employeurs qui globalement, aujourd'hui, on a 21 500 salariés payés chaque mois. Donc, c'est l'ensemble de ces employeurs qui globalement fondent le groupe SOS et 80% d'entre eux sont dans le secteur du SMS. Alors, quelle était la pratique du télétravail dans le groupe avant la crise, le confinement, et puis pendant et aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait déjà des pratiques, des accords locaux? Quel était l'état des lieux? Alors, globalement, avant la crise, c'était pas un sujet qui était, on va dire, prioritaire et porteur au sein du groupe, puisque 80% des effectifs sont plutôt sur des métiers très terrain et sur lesquels, par définition ou par nature, on estime souvent que c'est pas télétravaillable et donc on n'avait pas forcément d'accord télétravail pour l'ensemble des employeurs du groupe. On avait quelques entités qui avaient surtout mis en place des chartes ou qui avaient tenté de mettre en place, de faire avancer ce sujet, mais sans forcément avoir un cadre très carré et très défini. Et effectivement, c'est plutôt à la lumière de la crise et du confinement, même si 80% des effectifs ont été sur le terrain pendant le confinement de par nos activités, qu'on a traité le sujet du télétravail de manière beaucoup plus pragmatique et assez rapide dès la mi-mars. Donc, c'est plutôt dans cette dynamique-là qu'on a commencé à réfléchir différemment sur traiter l'urgence et puis voir comment ça fait changer un peu nos pratiques dans la durée. Alors justement, en quoi la crise sanitaire représente pour le groupe, mais peut-être plus globalement pour le secteur social et médico-social, une opportunité de développer ce télétravail et surtout avec quels bénéfices attendus? Alors, on s'est rendu compte, ça a été assez intéressant, pendant le télétravail, pendant la crise, pardon, et pendant le confinement en particulier, on s'est rendu compte que le sujet du télétravail, en fait, il y avait un souhait de la plupart de nos collaborateurs d'en discuter et d'ouvrir la discussion, même si pour beaucoup de métiers, bien sûr que même les collaborateurs ne souhaitent pas faire du télétravail 100% quand on est travailleur social, éducateur spécialisé ou autre. Bien évidemment, on ne demande pas à être éducateur spécialisé 100% en télétravail, mais avant le confinement, ce n'était pas un sujet. Pour nous, il n'y avait même pas l'ouverture de non, vous ne nous posez pas la question, ce n'est pas possible de faire du télétravail quand on est travailleur social, éducateur, aide-soignant, etc. Avec le confinement, on s'est rendu compte qu'on a été capable de mettre en place des conditions de télétravail pour tous nos métiers ou presque, pas à 100% bien évidemment, mais pour des personnes fragiles, pour des personnes en garde d'enfants, pour des personnes, enfin tout le monde a le contexte en tête, on s'est rendu compte que certains directeurs dans nos établissements étaient capables de mettre en œuvre des organisations avec une demi-journée, une journée de télétravail pour faire les dossiers, faire les contacts famille à distance pour le domicile, etc. Donc, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une attente de nos collaborateurs
de pouvoir être capable de traiter le sujet et d'apporter une réponse, même si cette réponse, elle est finalement assez peu ambitieuse d'un point de vue volume de temps de télétravail, mais au moins de se poser la question, d'avoir une réponse claire et de se rendre compte qu'on était capable de mettre en œuvre des organisations sous plein de conditions, on en parlera tout à l'heure, mais que c'était en tout cas un sujet qu'on a souhaité traiter, et on s'est rendu compte que d'un point de vue marque employeur et dynamique de dialogue social, y compris sur des métiers qui sont vus traditionnellement comme non télétravaillables, il y avait un sujet qu'on pouvait le traiter avec pragmatisme, et même s'il y a plein d'enjeux à traiter. Est-ce que ce test grandeur nature, un peu obligé pendant la crise, est-ce que ça a permis de lever aussi des réticences sur le terrain, soit des professionnels, soit des managers? Oui, alors des réticences, et en même temps ça a aussi créé des contraintes. C'est-à-dire qu'en gros, pour certains managers, pour certaines équipes pour lesquelles c'était un non-sujet, pour certains ils se sont rendus compte que finalement c'était possible et que ça avait même des intérêts parfois très non négligeables. Donc ça a créé en fait une nouvelle émulation autour du sujet. On s'est rendu compte qu'on était capable de proposer des organisations d'équipe qui pouvait créer une certaine forme de solidarité qu'on n'avait pas forcément envisagée, avec des gens qui du coup ne se mettaient pas en arrêt de travail, garde d'enfants ou autre par exemple dans le contexte, mais qui du coup continuaient à travailler dans cette équipe avec des demi-journées par-ci ou une journée par-là, et que finalement ça pouvait fonctionner et que ça ouvrait un nouveau champ de liberté, de moins de contraintes par rapport au personnel professionnel qui était assez intéressant. Donc pour certains managers, ça a ouvert un champ des possibles qui a du coup créé un temps d'échange qu'on est loin d'avoir terminé, mais qui du coup crée cette discussion qui est assez intéressante. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'était l'occasion, même si la pratique n'est pas très développée ou aussi développée que dans d'autres secteurs d'activité, au moins c'est une occasion déjà de débat, au moins d'échange sur les conditions de travail et sur l'organisation du travail. Absolument. En réalité, on s'est rendu compte que pendant cette crise et pendant cette période, ça nous a ouvert les yeux sur le fait que dans le secteur du social, sanitaire et médico-social, c'était un sujet, c'était une demande, que beaucoup de collaborateurs souhaitaient que le sujet soit abordé et non pas c'est pour d'autres, c'est pour des fonctions dans les sièges, etc. On veut pouvoir discuter du sujet, définir ensemble des modalités qui nous permettent d'envisager du télétravail dans certains contextes. Et donc, ça nous a poussé à définir des principes généraux, proposer un accord cadre au niveau du groupe pour tous nos employeurs, charge ensuite à chaque employeur du groupe de définir et d'adapter aux modalités opérationnelles, puisque malgré tout, il y a quand même énormément de contraintes, non pas sur le télétravail en tant que tel, mais sur comment c'est perçu entre certains métiers pour lesquels ce sera possible dans la limite de 1 jour par mois, 2-3 jours par an ou 5 jours par an, et ceux pour lesquels on a des métiers sur lesquels c'est tout à fait possible d'envisager de le faire 4 jours par semaine. Donc, ça crée aussi une forme d'inégalité qu'il faut être capable de traiter pour que ça ne s'intègre pas comme un sujet, entre guillemets, pour les cadres ou les fonctions support, mais vraiment un sujet de marque employeur globale pour aussi donner une nouvelle identité, ou en tout cas une nouvelle modalité, une nouvelle modernité dans certains métiers qui sont traditionnellement vus comme non éligibles au télétravail du tout. Donc c'est plutôt cette dynamique-là qu'on a souhaité ouvrir, et se dire que c'est un sujet pour nous. On souhaite valoriser au sein du groupe les nouvelles modes d'organisation, et on cherche des solutions, y compris sur des métiers qui traditionnellement sont peu enclins ou peu éligibles. On cherche des solutions pour en faire un élément de marque employeur et un élément de qualité de vie au travail. Parce que du coup, ça veut dire que finalement, dans un secteur où la question de l'attractivité de certains métiers est quand même assez importante, où les principaux leviers ne peuvent pas être, par exemple, les rémunérations, est-ce que le télétravail peut être justement un recours, un outil, un levier de cette attractivité-là pour ces métiers et pour tous les métiers? Alors, clairement, oui. Cependant, c'est pas non plus j'ai envie de dire, c'est pas non plus la panacée. Je pense que ça ne doit pas être, en tout cas pour nous, on estime que c'est pas le sujet d'attractivité majeur, dans la mesure où, encore une fois, pour certains métiers du secteur, pour l'essentiel des métiers du secteur, j'ai envie de dire d'ailleurs, ça restera quand même assez limité en termes de volume sur une année. Pendant le confinement, encore une fois, 80% de nos métiers du secteur ont été en établissement, ou en tout cas dans leurs équipes, que ce soit en diffus, en milieu ouvert ou autre, mais ont été sur le terrain. Et donc, ce télétravail est un élément qui favorise effectivement l'attractivité de la marque employeur, dans le sens où
on ouvre le débat et on cherche des solutions qui sont parfois collectives mais limitées en volume et qui sont après dépendantes aussi d'une relation individuelle en termes de métier, de contexte d'équipe, de contexte dans le temps, etc. et de binôme avec un manager et un collaborateur en termes d'autonomie et de capacité à manager à distance. Donc, il y a pas mal de sujets qui sont finalement très individuels ou très terrain, très équipe. Alors, vous évoquez les bénéfices en termes de dialogue social, en termes de marque employeur. Qu'en est-il aussi du service rendu aux usagers? Parce qu'au final, c'est quand même la question principale. C'est exactement la question principale et c'est aussi pour ça que au niveau du groupe, on a souhaité fixer non pas un cadre unique pour tous, mais au contraire plutôt des principes communs, charge à chaque établissement dans son activité ou à chaque employeur en fonction de l'organisation, mais de définir ces modalités avec un chapeau qui est non négociable, c'est la qualité de service. En réalité, ce télétravail ou cette nouvelle mode d'organisation potentielle dans certaines équipes, on doit s'assurer et mettre en place des garde-fous pour s'assurer que soit ça favorise, soit au mieux, ça n'altère pas la qualité de service. Concrètement, un des exemples qu'on peut avoir, c'est une équipe dans un établissement d'hébergement social. Si le cadre, un chef de service, par exemple, le vendredi ou le lundi ou le mercredi n'est pas là forcément et peut traiter ses relations famille, relations institutionnelles, ses rapports, etc., on aura toujours un débat de se dire, dans certains contextes, il vaut mieux qu'il le fasse dans son bureau. Si quelque chose se passe dans l'établissement, il fait partie intégrante de l'équipe. Et l'autre qui va dire, oui, mais en même temps, si on veut qu'il ait un travail de qualité et qu'il puisse avoir ce recul, il vaut mieux qu'il ne soit pas là. Et l'équipe trouvera aussi une forme d'organisation sans cette personne-là, et ça peut être bénéfique. Donc, chaque équipe et chaque établissement et chaque activité a ses contraintes propres. Et donc, le télétravail appliqué à nos activités, en réalité, est très dépendant quand même de la force du collectif et des individus qui la composent. Et donc, c'est là où il faut trouver les manières de mettre en place des modalités adaptables, assez flexibles, en s'assurant qu'il y a des éléments non négligeables qui sont la qualité de service. Alors, c'est aussi une question culturelle parce qu'en fait, en vous entendant, je me dis que c'est aussi tributaire d'une certaine culture professionnelle en France qui valorise aussi le présentéisme, notamment pour les cadres, les managers, les dirigeants. Et ça ne doit pas être facile de faire bouger ça. Certainement. Je pense que le sujet du présentéisme, il est réel. Enfin, en tout cas, cette culture, effectivement, elle est réelle. Cet historique culturel, il est réel. Aujourd'hui, il y a aussi une réalité par rapport à des activités qui sont avec une forte présence, j'allais dire, en front par rapport à des usagers bénéficiaires ou clients en fonction des activités. Mais dans nos secteurs, on a quand même beaucoup plus de bénéficiaires, usagers ou familles. Et cette présence en établissement, c'est aussi un gage de disponibilité par rapport aux personnes qui sont accueillies ou accompagnées dans le cadre de nos structures. Donc, c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre. Ce qui est certain, c'est que cet équilibre, il est quand même nécessaire aussi à la qualité de service, de par le fait que trop de présence nuit au bon recul pour être en capacité de gérer aussi les aléas et les problèmes. Donc, c'est là où le côté culture managériale est important, parce que si effectivement on est avec du management de proximité qui n'utilise comme moyen de contrôle que la présence en termes de collectif, c'est sûr que ça va être compliqué de travailler le sujet du télétravail, parce que si on considère que dans le télétravail, il y a surtout, on regarde la télé, on va avoir un sujet d'appropriation. Si on est bien d'accord que dans le télétravail, il y a travail, ça veut dire qu'on définit, on réfléchit ensemble sur quelles sont les tâches qui peuvent être télétravaillables. Bien évidemment, ça va être très peu de relations directes usagers, mais il y a un ensemble de tâches qui aujourd'hui occupent nos professionnels qui peuvent être télétravaillables, comme des formations, comme du suivi administratif, comme des relations institutionnelles ou avec des partenaires. Il y a un ensemble de sujets qui peuvent être télétravaillables, et c'est de rentrer dans ces éléments-là en assumant qu'en termes de posture managériale, on est dans du management par la confiance et non pas simplement par le contrôle de la présence. Et c'est là où il faut aider les managers aussi à trouver les moyens de contrôler, les moyens de coordonner, les moyens de superviser des équipes et des collaborateurs et collaboratrices, sans simplement se dire, puisqu'il était là à 8h ce matin, c'est que tout va bien, il travaille très bien, il est reparti à 17h, tout va bien. Donc, c'est quand même des changements qui sont importants, et beaucoup de managers sont en attente aussi d'accompagnement pour être capable de gérer ça en toute sérénité. Et c'est loin d'être facile, c'est loin d'être naturel, et c'est loin d'être facile d'un jour ou l'autre. Il faut vraiment un accompagnement dans la durée. Oui, parce que ça veut dire que même si le télétravail n'est pas
n'est pas très développé. Ça repose la question de la réalité du travail et au-delà de la, des tâches qui peuvent être effectuées au quotidien en télétravail, ça va reposer des questions, par exemple, autour de l'entretien professionnel, des évaluations, et ça peut aussi recomposer les relations entre les managers et leur équipe. Absolument. L'avantage, j'ai envie de dire, qu'on a dans le secteur SMS, c'est qu'on a la chance de travailler avec quand même une majorité de collaborateurs qui sont plutôt très engagés et qu'on doit plus gérer du surengagement que du désengagement. Bon, en tout cas, c'est la vision que je peux en avoir. Ce qui fait que ce travail autour des entretiens annuels et des entretiens professionnels en particulier, en réalité, on a déjà quand même normalement des pratiques qui nous amènent à aborder le sujet de l'équilibre perso-pro, de l'engagement, des engagements et la capacité de gérer cet engagement. Donc, que ce soit en télétravail ou non, le sujet est déjà naturellement dans l'échange théorique entre un manager et un professionnel. Là, ça ne fait qu'accentuer le besoin d'aborder le sujet et de trouver des leviers pour mettre en place ce cadre serein pour tous, pour éviter que le collaborateur, parce qu'il est en télétravail, doit être surdisponible, entre guillemets, en permanence. Oui. Et à l'inverse, d'éviter que parce qu'il est en télétravail, il n'est plus disponible, il ne fait pas partie de l'équipe. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont, on va dire, à manipuler avec beaucoup de finesse dans les collectifs et dans les collectifs d'établissement. Est-ce que selon vous, il y a d'autres points de vigilance que ce que vous venez d'aborder? On a rapidement évoqué les managers de proximité. J'imagine que c'est une population qu'il faut aussi former, accompagner, parce que c'est d'autres relations avec leurs équipes qui peuvent être de temps en temps en télétravail. En fait, moi, je distinguerais surtout deux éléments, un élément plus collectif et un élément plus individuel ou interindividuel. Côté collectif, il y a un élément qui est très important et je pense que beaucoup des personnes qui travaillent dans le secteur et qui participent à ce webinaire, j'imagine, partageront ce point, c'est de se dire, aujourd'hui, le télétravail, c'est pas le sujet du SMS, dans le sens, c'est pas le sujet clé qui est remonté par les IRP ou par les équipes, comme quoi il est nécessaire d'avoir un accord télétravail, c'est une demande récurrente portée par tous. C'est pas vrai. En l'occurrence, ce n'est pas le sujet clé. Par contre, il ne faut pas que ce soit vu, et c'est tout l'intérêt de la négociation collective et de la formation, il faut faire très attention au fait que ce ne soit pas vu comme un accord pour les cadres et les fonctions support, qui en réalité, déjà pendant le confinement, etc., ont été de facto pour beaucoup en télétravail, contrairement à beaucoup de métiers terrain qui ont été en première ligne ou en deuxième ligne, peu importe le jargon, mais c'est important de faire attention collectivement à ne pas présenter cet accord télétravail ou cette discussion autour du télétravail comme un élément de QVT, si cet élément il est perçu comme ne concernant qu'une minorité d'acteurs d'un collectif du SMS. Donc ce côté collectif est quand même très important de réussir à l'intégrer dans une dynamique commune d'organisation du travail d'une part, et de s'assurer qu'il touche tout le monde. Alors bien sûr qu'on a quelques métiers qui sont très peu ouverts ou très peu éligibles, mais néanmoins se poser la question dans quel contexte on pourrait imaginer que tout le monde soit éligible au télétravail, pas dans les mêmes conditions et pas dans les mêmes volumes, mais tout le monde puisse le faire de manière spécifique, c'est un premier élément, que tout le monde soit concerné. Et deuxième élément, il est effectivement plutôt un enjeu individuel ou interindividuel, c'est effectivement comment outiller le manager intermédiaire pour qu'il puisse gérer des équipes en présentiel et à distance. Comment on fait du management à distance? C'est absolument pas naturel dans nos secteurs d'activité et c'est pas quelque chose qu'on a pratiqué depuis des années, ni qu'on pratique d'ailleurs au quotidien beaucoup. Donc, comment on outille nos managers pour être capables de manager à distance correctement et comment on s'assure que les collaborateurs, surtout ceux qui n'ont jamais télétravaillé et qui sont sur des métiers qui, de manière plus historique, fonctionnent en présence terrain, établissement ou diffus, aient les codes et les manières de reporter, d'être autonome, d'organiser leur travail. C'est pas non plus naturel de dire comment je travaille seul chez moi ou potentiellement dans un tiers-lieu, alors que je suis habitué à être dans un collectif. Dans mon établissement et que ma tête de projection, c'est je vais au boulot et quand je vais pas au boulot, je suis pas en train de travailler. Donc, c'est ces côtés interindividus où tout le monde n'est pas forcément ne souhaite pas faire du télétravail déjà, et puis tout le monde n'est pas forcément capable de faire du télétravail. Donc, il y a ce côté individuel et ce côté collectif qui sont vraiment les deux gros enjeux qui, moi, me semblent en tout cas clés pour la réussite d'un dispositif et d'un dialogue autour du télétravail dans le SMS. Alors, vous êtes en train de négocier un accord cadre qui, pour ensuite l'ensemble des organisations du groupe, charge à chacune de le décliner en fonction de ses spécificités. Comment vous gérez justement l'aspect collectif? Comment se passent ces négociations-là? Comment vous faites en sorte que ce soit effectivement un sujet
collectif et un sujet de débat dans le groupe? Alors, c'est un sujet de débat dans le groupe qui est de différentes couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des établissements du groupe ou des employeurs du groupe pour qui c'est un non-sujet, et pour d'autres sur lesquels ça pourrait être un sujet noyé dans une NAO, dans un accord, dans une réflexion, dans une négociation, entre guillemets, mais c'est un des thèmes. Et pour d'autres sur lesquels ils souhaitent mettre ça dans les prochains mois, puisqu'ils se sont rendus compte que la phase de crise a amené des pratiques, entre guillemets, de terrain, de télétravail, d'organisation, d'aléas, etc., et qui souhaitent cadrer ça pour être plus transparent et plus porté sur le sujet. Donc, on a vraiment toutes les demandes en termes de pression sur le télétravail. Donc, au niveau groupe, on ne négocie pas un accord cadre groupe. On a proposé un cadre, d'accord cadre, avec des principes communs qu'on met à disposition de nos employeurs du groupe, en disant, si c'est un besoin, appropriez-vous ce contenu et travaillez-le dans vos contextes. C'est-à-dire qu'en gros, ce projet d'accord, il est plutôt à disposition des employeurs du groupe pour qu'ils se l'approprient. Certains souhaitent négocier un accord spécifique télétravail où nous, on l'a plutôt ouvert avec un champ plus large des nouveaux modes d'organisation dans lequel on a ouvert aussi le déplacement, le transport, les forfaits mobilité. Enfin, on a ouvert on a proposé un cadre qui soit un peu plus large que le télétravail uniquement. Certains ne souhaitent pas avoir un accord télétravail, mais souhaitent l'intégrer dans un accord QVT, qualité de vie au travail, avec d'autres sujets pour que ce ne soit pas que le télétravail, parce qu'ils estiment que ce n'est pas l'élément clé, entre guillemets, de leur dialogue social. Donc, on a vraiment un travail à plusieurs vitesses ou à plusieurs couleurs, parce que chacun doit s'approprier ça dans sa réalité de travail. Et si ce n'est pas un sujet ou si cette négociation n'est pas utile pour la qualité de service et par rapport au collectif, en réalité, ils ne sont pas obligés de le mettre en œuvre. Et vous évoquiez donc un forfait mobilité, les problématiques d'équipement aussi des professionnels en mobilité et chez eux. Ça veut dire que le télétravail, ça a un coût. Et comment est-ce que vous anticipez ça? Aujourd'hui, on va distinguer deux choses. On va distinguer, entre guillemets, le télétravail imposé, parce que le contexte, mais je pense que Maître Picard en parlera après. Sur le côté, c'est un contexte quand même très particulier où on impose du télétravail à certains. Nous, notre dynamique, elle est plutôt de surfer sur cette dynamique contrainte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus volontariste et dans une dynamique marque employeur et qualité de vie au travail. Donc, ça veut dire qu'on va aller sur des champs beaucoup plus d'appui volontaire. C'est-à-dire qu'a priori, d'un point de vue purement employeur, on ne souhaite pas que tous nos travailleurs sociaux, nos éducs, nos infirmiers, nos métiers, entre guillemets, soient en télétravail. C'est impossible. Et deux, je ne vois pas comment on pourrait assurer une qualité de service. Donc, la réalité, c'est qu'on va ouvrir ces négociations et ces dispositifs sur une base volontaire. Donc, c'est vraiment sur une base où le collaborateur qui souhaite pouvoir faire du télétravail ponctuel ou régulier, qui puisse le faire, mais qui s'assure d'avoir les moyens de le faire et qu'en l'occurrence, on ne compte pas s'équiper pour 100% des collaborateurs pour une journée de télétravail par mois. Donc la réalité, c'est qu'on est plutôt en train d'orienter les choses comme une possibilité pour ceux qui le souhaitent, sans forcément chercher à imposer, à équiper, etc., l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent le faire une journée par mois. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une corde d'ouverture à la possibilité sur une base volontaire et donc sans une prise en charge poussée de l'employeur sur ces sujets. D'accord. Ben, écoutez, je vois que votre intervention suscite déjà énormément d'intérêt et de questions auxquelles vous pourrez répondre à la fin. Merci beaucoup Thibault Roncin pour cette entrée en matière. Stéphane Picard, ça va être à vous, au vu de ces éléments, qu'est-ce qui vous semble pertinent de rappeler? Comment aborder, sécuriser ces pratiques? Oui, merci Noémie et merci Thibault pour cette présentation. Alors effectivement, il y a déjà énormément de questions qui sont posées par les participants au webinaire. Je vais essayer, ne serait-ce que dans ma présentation, d'en répondre à un maximum d'entre elles. Un premier point qui est évoqué, et en plus on a la particularité du groupe SOS, c'est quelle est la formalisation juridique de ce télétravail. Il y a aussi une question qui a été posée à plusieurs reprises. Est-ce que des discussions sont en cours dans le secteur sur le sujet du télétravail? Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'ouverture de négociation au niveau de telle ou telle branche d'activité du secteur sur la question du télétravail. Vous savez que le télétravail a une définition donnée
par le Code du travail et qu'il y a aujourd'hui un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 qui concerne le télétravail. Vous avez peut-être également entendu, puisque c'est quand même un sujet qui est assez abordé dans les médias, qu'une réunion de négociation interprofessionnelle sur le télétravail devrait se tenir tout début du mois de novembre. C'est-à-dire que, à la lumière de la période que nous avons traversée, que nous continuons à traverser, eh bien, les partenaires sociaux ont décidé de réouvrir le sujet du télétravail, considérant que la négociation de 2005 devait certainement faire l'objet d'une adaptation. C'est intéressant, pourquoi ? Puisque globalement, les associations du secteur, du fait de leur adhésion pour nombre d'entre vous à Nexem, à la FEAP, au Cinési ou encore à d'autres, nous n'étions pas concernés par les accords nationaux interpro puisqu'ils n'étaient jamais étendus. Mais depuis que notamment Nexem, FEAP et d'autres ont intégré la CPME, qui elle négocie des accords interprofessionnels, ça peut changer la donne en termes d'application de ce qui va être négocié plus tard. C'est un premier point sur le cadre juridique. Il va y avoir des négociations interpro et cette négociation interpro pourrait être applicable au secteur du fait de l'adhésion des syndicats historiques du secteur à une organisation syndicale qui négocie au niveau interprofessionnel. Premier point. Deuxième point, le cadre juridique. Beaucoup de questions ont été posées sur accord collectif. Monsieur Roussin nous a dit accord groupe, accord cadre, charte télétravail. Évidemment, on a aussi la question d'un télétravail individuel, c'est-à-dire de gré à gré. Et on a un quatrième mode de mise en place du télétravail, c'est celui que nous avons connu pendant la période de crise, c'est le télétravail exceptionnel, lié à une situation de crise sanitaire. Donc les 4 modalités de mise en place du télétravail, vous avez l'accord collectif classique conclu avec vos délégués syndicaux ou en l'absence de délégués syndicaux avec des élus mandatés, avec le CSE, etc. À défaut d'accord, et c'est important, la formulation à défaut d'accord, nous la comprenons, nous, comme étant si vous n'avez pas pu négocier d'accord collectif avec vos délégués syndicaux, vous pouvez instaurer unilatéralement une charte. Mais vous ne pouvez pas passer directement à la négociation unilatérale d'une charte. C'est-à-dire qu'on a vraiment un point de passage obligé qui serait l'ouverture de négociations avec vos délégués syndicaux. À défaut d'accord, vous pouvez effectivement mettre en place le télétravail par le biais d'une charte, c'est-à-dire un document unilatéral établi par l'employeur, avec évidemment un préalable, celui de l'avis du CSE. Donc, accord collectif, charte, qu'est-ce que l'on doit retrouver obligatoirement dans ces documents? C'est aussi des questions qui sont posées. Le Code du travail vous prévoit ce qu'il considère être les clauses obligatoires de l'accord collectif ou de la charte. Parmi ces clauses obligatoires, nous avons notamment les conditions de passage en télétravail, mais aussi et surtout les conditions de réversibilité, c'est-à-dire de passage d'un statut de télétravail à un passage en présentiel. Ça a été évoqué dans l'intervention tout à l'heure, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, j'y reviendrai tout à l'heure. La détermination des plages horaires, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, notamment avec le sujet des salariés qui sont en forfait jour, par exemple, et également les modalités d'accès des salariés handicapés au télétravail. Ça, c'est le bloc qui nous est présenté par le Code du travail comme étant les clauses obligatoires d'un accord collectif ou d'une charte relatif au télétravail. Et ensuite, on a évidemment toutes les clauses facultatives, mais qui sont fortement préconisées. Et une bonne partie de l'intervention tout à l'heure entre Noémie et Thibaut a été de discuter sur quelles sont les fonctions éligibles, quels sont les métiers éligibles ou quelles sont les tâches pouvant être télétravaillables. Et ça, évidemment, c'est un point fondamental. C'est-à-dire que dans votre accord collectif, vous allez devoir déterminer le périmètre des fonctions éligibles ou des emplois éligibles ou des tâches qui peuvent être télétravaillées. Parmi les points également facultatifs mais hautement préconisés, nous avons évidemment la question du coût, des coûts liés au télétravail. Je ferai également un point particulier sur ce point.
et les sujets de droit à la déconnexion, de protection des données, puisque j'ai vu qu'il y avait également une question qui avait été posée par l'un des participants sur la protection des données, ça doit aussi faire l'objet, en tout cas, d'une sensibilisation des salariés et à tout le moins d'une clause dans cette charte ou dans cet accord collectif. Donc on a ces deux modalités de mise en place qui sont les modalités, on va dire, collectives de mise en place du télétravail. Nous avons ensuite une mise en place individuelle. C'est-à-dire, c'est ce qui a été mis en place récemment avec la modification issue des premières ordonnances Macron. Il est possible individuellement de mettre en place le télétravail par un simple écrit entre le salarié et l'employeur. Ça peut aller d'un échange de mails ou ça peut aller avec un échange de SMS. Évidemment, la difficulté de cette possibilité de télétravail, on va dire individuel, c'est l'absence de cadre. Et c'est ce qui a été indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la mise en place du télétravail puisse être considérée comme étant une situation d'inégalité de traitement ou de discrimination potentielle liée au logement par rapport aux salariés. Donc, cette possibilité de mise en œuvre individuelle, elle existe. Il faut quand même faire attention dans sa mise en œuvre pour éviter d'aller sur les questions de rupture d'égalité de traitement entre salariés. Et il y en a un quatrième de mode, et on va passer vite sur celui-ci, puisque c'est celui que vous avez expérimenté, même si j'ai bien conscience que dans le secteur, et ça a été rappelé tout à l'heure, la majorité des établissements sont restés en activité. Le cadre exceptionnel, le Code du travail a anticipé cette situation de crise sanitaire, puisqu'il a considéré que dans des circonstances exceptionnelles, eh bien, le télétravail est considéré comme un aménagement du poste de travail sans aucun formalisme particulier. C'est-à-dire que la situation que nous avons connue et que nous continuons encore à connaître, puisque vous avez bien entendu dans les médias que le ministre du Travail avait lui-même appelé de ses voeux à ce que le télétravail, notamment dans les zones rouges ou d'alerte maximale, soit réenclenché, eh bien, c'est une situation où l'employeur peut imposer, en l'absence de charte ou d'accord collectif, il peut imposer le télétravail aux salariés. Avec une nuance quand même, pour les salariés qui bénéficient d'une protection liée à leur mandat, eh bien, ces derniers, on devra obtenir leur accord préalable. Donc ça, c'est le cadre juridique. 4 possibilités de mise en place du télétravail. Je fais aussi un lien avec ce qui a été indiqué avant. J'imagine que bon nombre d'entre vous sont en période de négociation annuelle obligatoire, parce que j'imagine que le calendrier a été impacté par la gestion de la crise. Et effectivement, vous avez peut-être des sollicitations sur le sujet du télétravail dans le cadre de la NAO, puisque beaucoup de sujets obligatoires de NAO peuvent être rattachés à la question du télétravail, notamment l'organisation du travail. Ça a été évoqué tout à l'heure, la qualité de vie au travail, mais aussi tout ce qui peut être lié aux contraintes de transport en commun et tout ce qui est lié évidemment à la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié. Donc, face à cette situation, est-ce qu'il est opportun d'ouvrir une négociation sur le télétravail au sein des établissements sociaux, sanitaires et médico-sociaux? Donc là, mon propos n'est pas de traiter cette question-là, mais plutôt de faire des points de vigilance dans le cadre de votre éventuel négo. Parmi les premiers points de vigilance, il y a notamment celui, et on l'a évoqué lors des différents webinaires qu'on a pu organiser notamment avec Direction, celui de la prévention des risques professionnels. Puisque cette question du télétravail est un peu ambivalente sur cette question-là, puisque dans le même temps, elle peut permettre de concilier vie personnelle, vie professionnelle, je l'ai indiqué, la baisse du temps et des contraintes de transport en commun, l'assouplissement de l'organisation du travail, mais elle peut également être source de nouveaux risques qu'il faut impérativement évaluer. Et parmi ces risques, il y en a classiquement 2, on va dire les risques physiques. Et pareil, j'ai vu des questions posées dans le chat sur les questions de quels sont les outils qui doivent être qui doivent mettre à la disposition de l'employeur pour justement éviter les TMS ou les troubles visuels, les questions de sécurité. Donc vous avez quand même une question liée à l'environnement du travail des salariés qui vont être dans cette modalité particulière d'aménagement du temps de travail. Et vous avez aussi, puisqu'on en a beaucoup parlé dans les médias, la question de l'isolement du salarié en télétravail par rapport à son collectif et toute la question des risques psychosociaux, d'un burn-out, d'un gommage pur et dur entre la sphère privée et la sphère professionnelle.
Et ça a également été évoqué tout à l'heure, toute la question du management, à savoir la formation, comment adapter dans le cadre de votre obligation, puisqu'on se souvient que vous avez une obligation d'adaptation au poste du salarié, vous avez évidemment une obligation de prévention des risques et une obligation de sécurité au niveau de la santé des salariés. Et le télétravail vient un peu prendre de chacun de ces thématiques. C'est-à-dire vous allez devoir former le management pour éviter que ce management à distance soit source de situations pouvant altérer la santé du salarié, par exemple la question des RPS. Et évidemment, en toile de fond, de quoi nous parlons? Nous parlons notamment du fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Il me semblerait intéressant que si le télétravail devait se généraliser sous telle ou telle forme dans votre structure, eh bien que le DURP soit mis à jour en lien avec l'existence d'éventuels risques à cette nouvelle forme, on va dire pour le secteur, d'organisation du travail. On pourrait également envisager, puisque c'est un petit peu à la mode, des référents télétravail, un peu à l'instar des référents Covid ou des référents harcèlement sexuel, agissement sexiste. Donc, attention sur l'aspect prévention des risques, accompagnement du télétravail, que nous n'ayons pas demain de nouveaux contentieux prud'homaux sur la thématique d'une mauvaise organisation, d'une mauvaise gestion, d'un mauvais suivi du salarié en télétravail. Un deuxième bloc potentiel de contentieux et de questions que la jurisprudence va être amenée à trancher dans les prochains mois ou les prochaines années, et ça a également été beaucoup évoqué dans les questions, c'est celui évidemment des coûts afférents au télétravail. Classiquement, il y a deux types de coûts pour une situation de télétravail. C'est la première, l'indemnité d'occupation du domicile. La deuxième, ce sont les frais afférents au télétravail. Pour la première d'entre elles, donc celle occupation du domicile, elle n'est versée que dans deux cas. Lorsque aucun local professionnel n'est mis à disposition du salarié, ou lorsque le salarié accepte à la demande de l'employeur d'effectuer en tout ou partie son travail à domicile. Durant le contexte épidémique, nous, notre position au cabinet, c'est de considérer que cette indemnité d'occupation du domicile n'est pas due par l'employeur, puisque nous sommes face à des circonstances exceptionnelles et que le salarié, il a évidemment un lieu de travail, il y a un siège, il y a une antenne, il y a un service, il y a un établissement. On n'est pas sur une activité de travailleur à domicile. Beaucoup plus compliqué est le deuxième type d'indemnisation, ceux liés aux frais du télétravail. Et là, il est certain que dans le cadre de votre NAO ou lorsque vous allez éventuellement déclencher une négociation avec vos partenaires sociaux, cette question de l'indemnisation du coût risque d'être centrale. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance Macron du 22 septembre 2017 a supprimé du texte, c'est-à-dire du Code du travail, l'obligation qui était faite pour l'employeur de prendre en charge les coûts découlant de l'exercice du télétravail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le Code du travail ne fait plus référence expressément à la prise en charge par l'employeur des frais générés par le télétravail. Sauf que cette position-là, je mets de côté, on va dire, les revirements de position du ministère du Travail. Cette position-là ne va pas pouvoir survivre très longtemps à un examen d'une cour de cassation. Pourquoi ? Parce que le principe de base, c'est que l'employeur doit prendre en charge les frais professionnels mis en œuvre par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Mais si on veut être plus précis, la jurisprudence, elle nous dit les surcoûts liés au télétravail. Et là, toute la difficulté, si on met de côté la chaise ergonomique ou un ordinateur, c'est que globalement, comment un salarié va pouvoir objectiver qu'il a consommé tel ou tel nombre de kilowattheures par rapport à sa facture d'électricité, par rapport à son forfait Internet, par rapport à son forfait téléphonique, où on est globalement aujourd'hui principalement sur des abonnements illimités. Très compliqué de venir justifier pour un salarié de surcoût lié au télétravail. Mais j'imagine qu'on aura plein de questions sur le sujet tout à l'heure. On a une seule cour d'appel aujourd'hui, à notre connaissance, qui s'est positionnée sur le sujet. Et pour le coup, cette cour d'appel, elle a fait une application stricte des dispositions issues de l'ordonnance. C'est une cour d'appel de Paris, c'est relativement récent puisque ça date du 22 janvier 2020. Et la cour d'appel, elle nous fait une application stricte de la réforme puisqu'elle nous indique
purement et simplement, le législateur ayant supprimé de la loi l'obligation de prise en charge des coûts découlant du télétravail, une telle obligation ne pèse plus sur l'employeur, et c'est là où c'est important, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires. Cette décision de la Cour d'appel, nous n'avons pas l'information si elle est devant la Cour de cassation, mais il n'est pas du tout certain que la Cour de cassation maintienne une telle position et ne vienne pas se référer à la question plus globale des frais professionnels pour imposer à l'employeur de prendre en compte les frais professionnels liés au surcoût du télétravail pour le salarié. Alors, vous allez également nous poser certainement la question, comment, si j'entre dans une négociation liée au télétravail, comment est-ce que je peux prévoir cette indemnisation des surcoûts liés au télétravail? Classiquement, vous avez deux possibilités. La première, qui risque d'être compliquée, c'est une prise en charge au réel sur justificatif. La seconde, on va être sur un forfait, c'est-à-dire que nous allons mettre en place un forfait permettant d'indemniser le surcoût lié au télétravail pour le salarié. L'URSSAF nous dit quoi depuis le 1er janvier 2020? Elle nous dit qu'une indemnité forfaitaire jusqu'à un plafond de 10 € par mois, effectuant une journée de télétravail, est déductible sans avoir à justifier des dépenses réelles. Donc vous avez déjà une première piste sur un montant de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail. On a également dans beaucoup d'accords collectifs que nous avons un peu audités au cabinet, l'aspect financier, au final, ne revient que très rarement. Ceux qui prévoient des aspects financiers, alors je vais vous en livrer quelques-uns pour que vous ayez un peu des références. Indemnisation des frais exposés par le salarié sur justificatif, je vois forfaitairement, nous avons 24 € par mois, 50 € par mois. D'autres structures ont prévu une indemnisation par journée de télétravail, 1,50 € par journée télétravaillée, 2,30 € par journée télétravaillée. Donc le champ des possibles, pour un peu reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure, est également large en matière d'indemnisation du surcoût lié au télétravail pour le salarié. Troisième et dernier point, un focus sur le contrôle du temps de travail et plus rapidement sur les accidents du travail. Donc le contrôle du temps de travail, effectivement, c'est un sujet primordial, comme l'a évoqué tout à l'heure Thibaut dans son échange avec Noémie, puisque vous allez devoir mettre en place un suivi particulier, vous allez devoir mettre en place des plages horaires qu'on appelle de contact pour s'assurer que le télétravail permet bien de concilier toujours cette vie personnelle avec l'activité professionnelle et surtout que l'activité professionnelle du salarié eh bien, est réalisée de façon correcte, puisque, pour reprendre l'expression tout à l'heure, dans télétravail, il y a évidemment travail et pas que télé. Donc, système, comment est-ce que vous pouvez mettre en place le contrôle du temps de travail des salariés? Système classique d'autodéclaration individuelle avec un tableau Excel, par exemple. Vous pouvez également mettre en place ou adapter votre logiciel de gestion du temps de travail qui permet, là encore, aux salariés de s'auto-déclarer. Et la difficulté va être si vous allez sur des logiciels, même si je ne pense pas que ce soit dans la culture du secteur, mais dans des logiciels plus contraignants. Vous avez peut-être vu des reportages qui sont passés à des heures de grande diffusion sur des logiciels de tracing où on vient nous dire je peux déterminer le nombre de clics de souris, je peux faire des captures d'écran intempestives, j'ai carrément la possibilité de prendre la main sur l'ordinateur de la personne à distance. Évidemment, tout ça est très intrusif. Et je vais juste vous rappeler les dispositions d'un article, c'est le 1121-1 du Code du travail. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni au but proportionné. Donc, ayez cet article en tête. Et évidemment, ce type de contrôle nécessitera une consultation préalable du CSE et une information préalable également des salariés, puisque nous sommes dans la thématique des outils de contrôle. Petit point particulier sur les salariés qui ne sont pas soumis à horaire collectif. Je parle notamment des cadres dirigeants, des cadres autonomes au forfait jour. Il pourrait y avoir une sorte d'antinomie entre se dire il faut que je mette en place des plages dites de contact alors que mon salarié est au forfait jour et donc je raisonne en journée de travail. Beaucoup de questionnements ont été portés au cabinet sur ce sujet.
Pour nous, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de contre-indication à prévoir une telle plage horaire, y compris pour des salariés qui se trouvent dans une situation de forfait jour. Ça lui permet également de se déconnecter en dehors de ces plages. Vous savez aussi que les salariés au forfait jour, notamment, doivent respecter les dispositions en matière de maxima de durée du travail. Et on a eu un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, un peu ancien, de 2015, du 25 février, qui considère que l'obligation de fixer des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail s'applique aussi aux salariés au forfait. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet. Le salarié en forfait jour, vous devez lui mettre en place ses horaires de contact. Dernier point pour respecter le timing qui est le mien, et a priori je suis plutôt pas mal puisqu'on avait dit -10 avec Noémie et je vois qu'il est 46, la question des accidents du travail et des maladies professionnelles. Sur ce point-là, le télétravailleur en fait est considéré comme étant au travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction à faire. On a eu aussi beaucoup de questions et peut-être que ça fera l'objet des questions. Quid des tickets restaurants? Le Code du travail nous dit que le télétravailleur est considéré comme étant au travail, sauf qu'effectivement c'est exercé sur son domicile. Donc les règles relatives aux accidents du travail s'appliquent exactement dans les mêmes conditions que le salarié soit sur site, soit si on est sur de la prévention dans telle ou telle zone géographique ou en télétravail chez lui. Alors évidemment, ça pose plein de questions et ça fait un lien évident avec le nécessaire contrôle et encadrement de ce recours au télétravail. Puisque si vous n'avez pas fixé, par exemple, les plages de contact, ça va évidemment être très compliqué de venir contester l'existence d'un accident du travail, faute d'avoir pu encadrer le salarié. Mais les logiques d'accident du travail, de maladie professionnelle sont exactement identiques, que l'on soit en télétravail ou que l'on soit en présentiel, c'est-à-dire que vous demeurez obligé de déclarer l'accident dans les 48 heures. Vous allez devoir faire des réserves dans un délai maximum de 10 jours francs à compter de la date de la rédaction de la déclaration d'accident du travail. Bref, on est sur la même logique. Et pour conclure mon propos, ne pas oublier évidemment de consulter votre CSE sur la mise en place de ce télétravail et surtout, pour faire écho à ce qui a été indiqué en préalable de ce webinaire, vous devez nécessairement faire une analyse préalable de votre situation. Il est évident que vous devez avoir un retour d'expérience des salariés et également que vous devez vous interroger sur les critères d'éligibilité au télétravail pour éviter de créer de nouveaux contentieux qui seront peut-être les contentieux de demain en lien avec la mise en place du télétravail. Voilà pour cette présentation. Et maintenant, nous allons passer à la séquence des questions-réponses. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation et ces précisions. On a énormément de questions. Je pense que le sujet est vraiment très prégnant dans le secteur. Une première question, déjà, la différence entre télétravail et travail à distance, est-ce que c'est la même chose ou pas? On ne vous entend pas, Stéphane, votre son est coupé. Non, Stéphane, on ne vous entend toujours pas. Donc, voilà, c'est bon. Ouais, donc, télétravail et travail à distance. Oui, donc pour moi, je ne vois pas de différence entre la notion de travail à distance. Il n'existe pas la notion de travail à distance. Le télétravail, c'est un travail à distance des locaux de l'entreprise, via des outils informatiques ou téléphoniques. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de… par contre, il y a une notion juridique qui existe, c'est celui du travail à domicile. Mais le travail à distance, pour moi, n'a pas de base juridique. Soit on est sur du télétravail, soit nous sommes sur du travail à domicile. C'est l'article de mémoire L7412-1. Mais il n'y a pas de travail à distance en tant que tel. D'accord. Est-ce que, autre question de définition, est-ce qu'on parle toujours aussi de télétravail quand un salarié se déplace dans un local mis à disposition par l'organisation qui n'est pas son établissement d'affectation?
Non. Par exemple, un salarié d'un établissement qui va travailler au siège, est-ce qu'on est sur du télétravail ou du travail à distance? Non, non, on est sur une modalité d'organisation de son temps de travail, de son activité, mais on n'est pas sur une question de télétravail ou de travail à distance. D'accord. On est sur une mobilité interne du salarié temporaire pour exécuter sa prestation de travail. Sur le formalisme, pas mal de questions aussi, vous l'avez abordé, accords, avenants, etc. Finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Où sont les pour et les contre de chaque possibilité? L'accord d'entreprise vous permet d'inscrire évidemment ce sujet dans un dialogue social, une négociation avec vos partenaires. Évidemment, ce serait la modalité à privilégier. Maintenant, d'un point de vue des mécanismes juridiques, on sera sur la même chose. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, on ne va pas pouvoir en faire plus par un accord collectif ou par une charte télétravail. On est sur les mêmes modalités, donc on est plus sur un ressenti par rapport à votre dialogue social de je préfère effectivement engager cette négo, sachant que je rappelle, comme je l'ai indiqué en introduction, si vous avez des délégués syndicaux, la terminologie du à défaut fait selon nous qu'il faut d'abord tenter une négociation, échec des négociations, et ensuite passage par une charte télétravail. Pas mal de questions aussi sur la question, on va dire, des questions très concrètes d'organisation, d'adaptation de postes de travail, des forfaits, des coûts. On est sur une obligation de l'employeur de proposer tout l'équipement, y compris chaises, bureaux et compagnie, à ses salariés en télétravail, même si c'est un jour, même si c'est quelques heures. Alors, c'est évidemment un sujet éminemment complexe, puisqu'il y a la question effectivement des frais. Ce qui est certain, c'est que l'employeur doit mettre à disposition des salariés le matériel pour exécuter sa prestation de travail. C'est-à-dire, je le répète, pour le Code du travail, le salarié en télétravail est assimilé au salarié en présentiel. C'est un peu comme si vous arriviez demain dans votre association, et puis vous n'avez pas de chaise, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone. Donc évidemment, vous ne pouvez pas exécuter votre prestation de travail. Donc c'est la même chose pour le télétravailleur. C'est-à-dire l'employeur doit évidemment mettre à disposition du salarié les outils lui permettant de réaliser sa prestation de travail. Donc si le salarié en télétravail n'a effectivement pas de bureau, n'a pas de chaise, n'a pas d'ordinateur, ça fait partie soit des critères ou en tout cas des discussions qui sont dans l'accord collectif ou dans la charte pour venir dire sont éligibles au télétravail les salariés qui ont déjà, on va dire, ce package-là, ou à l'inverse, eh bien l'employeur va devoir fournir le matériel comme il le fournit lorsque le salarié est en présentiel. Est-ce que ces coûts-là, que ce soit les forfaits mobilité, la compensation, l'équipement, est-ce qu'on est sur des dépenses opposables aux financeurs? C'est encore une très bonne question. Si vous faites un accord collectif, alors pour ceux qui sont soumis à agrément, qui ne sont pas en CEPOM, etc., vous obtenez l'agrément, a priori, ils sont effectivement opposables. Pour ceux qui n'obtiennent pas d'agrément et qui ne sont pas en CEPOM, se posera effectivement l'opposabilité de ces dépenses supplémentaires à vos financeurs. Et là, je n'ai pas de réponse à vous fournir, si ce n'est qu'une négociation avec vos financeurs me semble importante sur cette question. Alors, ce qui montre que justement, vaut mieux un accord qu'une charte ou un formalisme un peu moins formel pour pouvoir obtenir une opposabilité finalement des dépenses. Effectivement, mais la charte de la même façon, c'est d'un point de vue juridique une décision unilatérale de l'employeur. La décision unilatérale de l'employeur, à plus forte raison lorsqu'elle génère des coûts supplémentaires, pour les associations qui nous écoutent, qui sont soumises à agrément 314.6 du Code de l'action sociale et des familles, elle devrait également faire l'objet d'une procédure d'agrément. On a aussi pas mal de questions autour du lien avec la médecine du travail. Si le médecin du travail, faute d'accord, ou même si on a un, mais que le salarié n'est pas concerné par un avenant, par exemple le télétravail, que peut faire un employeur? Quels sont ses droits, ses obligations si le médecin du travail impose du télétravail? Si le médecin du travail impose le télétravail, on est, à mon sens, dans un aménagement des conditions de travail du salarié. Vous avez toujours
un dialogue qui doit se nouer avec le médecin du travail, puisque vous pouvez également lui faire des remarques et notamment lui dire que les conditions du recours au télétravail pour telle fonction ou pour tel salarié, étant donné sa situation, n'est pas envisageable. Et donc de contester l'éventuelle demande du médecin du travail venant vous imposer un télétravail. Le médecin du travail ne peut pas vous imposer du télétravail. Il ne peut vous faire que des recommandations, que des préconisations auxquelles vous pouvez répondre. Mais le médecin du travail, je ne sais pas si c'est une question qui a été posée par l'un des participants parce que c'est une situation qu'il a vécue, mais moi je n'ai jamais vu de médecin du travail venant dire apte à son poste, mais doit exécuter sa prestation de travail sous la forme du télétravail. Je n'ai pas encore vu ça, mais on est toujours sur une recommandation qu'on peut discuter avec le médecin du travail, on peut contester également ce genre de position. D'accord. Une autre question aussi, c'est est-ce que ces accords ou chartes télétravail, au-delà de la crise sanitaire, ne peuvent pas prévoir l'imprévisible, comme intempéries, grève de transport? Enfin, est-ce que c'est l'occasion justement d'assouplir un peu le cadre pour faire face aux imprévus? Effectivement, on peut élargir le scope du télétravail à des situations beaucoup plus larges que celles que nous venons de connaître. Savoir les intempéries, effectivement, ça peut faire l'objet d'une négociation aussi sur la question du télétravail. Enfin, il n'y a pas de fermeture, c'est-à-dire que, je me répète, le Code du travail, il prévoit circonstances exceptionnelles. Vous pouvez, dans ce cas de figure, imposer cette organisation particulière du travail. Après, vous avez votre négociation, si vous souhaitez la mener, par le biais d'un accord collectif ou par le biais d'une charte, donc un document unilatéral. Et là, vous pouvez viser l'ensemble des sujets qu'il vous plaira de viser. Soit vous êtes sur un télétravail, on va dire, permanent au sens j'ai listé telle ou telle fonction, j'ai listé telle ou telle tâche, et on va être sur un ratio, comme il a été indiqué tout à l'heure, de 1 jour par semaine, 1 jour par mois. Soit on est sur une organisation beaucoup plus lourde, et effectivement, on se dit je veux m'inscrire de façon pérenne sur le télétravail, parce que ça m'occasionne aussi potentiellement des économies non substantielles, y compris pour les associations. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des associations qui louent des locaux à un coût complètement exorbitant, et un ratio de ce coût de location d'immeuble par rapport à la mise en œuvre du télétravail pour des fonctions évidemment qui sont télétravaillables, la question peut se poser, effectivement. Autre question importante, est-ce qu'un salarié en télétravail peut faire des heures sup ou complémentaires? Et est-ce que ces heures doivent là aussi être obligatoirement contrôlées? Ou est-ce qu'on ne peut pas juste contrôler le travail réalisé, non pas les heures et la présence, comme on évoquait au début de cette présentation? Alors, à nouveau, je le répète, le salarié en télétravail, il est dans une même situation que le salarié en présentiel. Donc, il peut tout à fait réaliser des heures supplémentaires, puisque, in fine, son temps de travail, sa durée du travail est identique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification. La personne sera toujours à 35, à 39, elle aura toujours ses X JRTT ou son aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail. Et si effectivement, vous n'avez pas fixé le cadre permettant de dire les plages de contact sont les suivantes et toute une série de mécanismes de droit à la déconnexion, le risque est effectivement qu'on ait une multiplication des demandes au titre des heures supplémentaires avec cette frontière vie professionnelle, vie personnelle qui serait qui serait potentiellement annihilée. Donc oui, tout ça nécessite le cadre, puisque sinon, ça peut être un outil avec des enjeux contentieux, prud'homo, souffrance au travail, RPS, isolement, frais professionnels, heures supplémentaires, et j'en passe. Mais est-ce qu'il y a des outils justement à la disposition des employeurs pour éviter qu'il y ait cette porosité entre la vie pro et la vie perso, qu'il y ait une explosion d'heures supplémentaires ou complémentaires? Alors, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure avec Thibaut Ronsin, c'est-à-dire que ça consiste à mettre en place des points réguliers avec les salariés, de s'assurer que leur charge de travail est effectivement respectée et qu'il n'y a pas un débordement du cadre du télétravail. Donc les outils, au final, ce sont les outils qu'on connaît aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure les entretiens annuels, les entretiens professionnels, les entretiens pour ceux qui sont en forfait jour. Et à nouveau, vous avez la boîte à outils qui est là, il faut juste la transposer à une situation particulière qu'est le télétravail, mais on peut toujours utiliser les outils, on va dire,
anciens, c'est-à-dire l'autodéclaration, le contrôle par le biais d'entretiens réguliers sont des pratiques qui, pour moi, vous permettent normalement de cadrer le recours au télétravail. Alors, il est déjà midi, on va prendre encore juste 2 questions. Une question sur la nécessité d'avoir une attestation de l'assurance et une conformité électrique, à quoi ça sert et comment on se procure ça? Et surtout, est-ce que c'est une obligation légale? Alors là, c'est une colle, une attestation électrique. Oui. Alors j'imagine qu'on est sur la question de la sécurité des locaux. Donc effectivement, est-ce que l'employeur est en capacité de demander une attestation sécurité électrique dans une logique de prévention des risques? C'est pas quelque chose qui me choque par ce prisme-là, par ce biais-là, par le biais de l'obligation de sécurité, l'obligation de prévention des risques, que l'employeur soit amené à demander des documents lui permettant de s'assurer que les conditions du télétravail sont réalisées dans des conditions qui ne sont pas, entre guillemets, pathogènes pour le salarié et qui puissent être nocifs pour sa santé. En fait, ce serait préconisé de mettre en place ce genre de clause dans un accord, une charte, en tout cas pour border les choses, de savoir que le salarié doit informer son assurance qu'il est en télétravail. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ça fait partie des points de vigilance. Là, l'expression a été employée des garde-fous pour essayer d'objectiver une situation, à savoir que la condition du télétravail ou les conditions du télétravail sont satisfaites notamment sur des aspects, on va dire, matériels. Le salarié dispose bien d'un circuit électrique suffisamment expert pour que le télétravail se déroule dans de bonnes conditions. Donc oui, je vous rejoins, ça fait partie des bonnes pratiques que de mettre en place ces garde-fous pour s'assurer que les conditions matérielles du télétravail sont satisfaites par le salarié. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il est temps, mais une toute dernière question, parce que comme il y en avait vraiment beaucoup, et pour terminer avec moins de frustration possible, est-ce qu'on peut cumuler activité partielle et télétravail? Vu le contexte actuel, la question se pose. Dès l'instant qu'on peut faire une activité partielle qu'on appelle partielle, alors la terminologie n'est pas très bien choisie, mais vous avez une activité partielle totale ou une activité partielle partielle. Pour moi, je ne vois pas de difficulté lorsqu'on est dans le cadre d'une activité partielle d'avoir un mix entre tel ou tel jour seront réalisés en télétravail. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté dans cette logique de activité partielle, partielle. Très bien, merci beaucoup Stéphane Picard, merci aussi à vous Thibaut Roncin, merci à tous les deux d'avoir éclairé nos lanternes, merci aussi à tous d'avoir suivi ce webinaire, vous étiez particulièrement nombreux. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à un replay très vite dès cet après-midi si vous n'avez pas pu prendre de notes et que vous voulez revoir certaines précisions. Nous vous ferons aussi parvenir un article de direction qui synthétise, rédigé par le cabinet Picard, qui synthétise le sujet. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver également plus d'articles et de conseils sur ce sujet et beaucoup d'autres dans le magazine. Si cela vous a plu, aidé, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez encore le temps d'écrire dans le chat ou de répondre également au sondage. Merci encore à tous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.